Donc, je démarre. Donc moi, je m'appelle Florent Gobard. Je suis donc formateur au CREPS Bourgogne-Franche-Comté et notamment en charge de la préparation au concours du professeur de sport depuis maintenant 6 ans. Et donc là, l'idée, c'est de vous présenter donc dans un premier temps les différents métiers de prof de sport, puis le concours avec ses épreuves et ensuite je parlerai de la préparation. Donc, les métiers de prof de sport, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout d'abord, nous sommes des fonctionnaires du ministère des Sports, à ne pas confondre avec les professeurs d'EPS qui sont donc à l'éducation nationale, avec différentes activités, différentes structures dans lesquelles on exerce notre activité professionnelle. Donc, vous avez tout d'abord ce qu'on appelle les CAS, les conseillers d'animation sportive, qui sont dans les services de l'État. Les services de l'État, en région, on appelle ça les DRAGES, hein, les délégations régionales académiques de la jeunesse, de l'engagement et du sport, et dans les départements, les SDJES, hein, les services départementaux de l'engagement, de la jeunesse et du sport. Euh, donc ça, ce sont les CAS. Vous avez également ce qu'on appelle des CTS, des conseillers techniques sportifs, qui vont être, eux, placés auprès de fédérations. Alors, ils sont rattachés administrativement à des DRAGES ou à l'administration centrale, au ministère, mais ils exercent leur mission auprès des fédérations et là, ils peuvent être entraîneurs nationaux, par exemple. Les CTS peuvent être les responsables nationaux des formations, par exemple, en charge de développement d'une politique publique, par exemple. Et ils peuvent également, donc ça, ce sont plutôt les CTN, les conseillers techniques nationaux, et ils peuvent être également en région, hein, des CTR, des conseillers techniques régionaux, où là, ils peuvent également faire de l'entraînement dans des pôles, hein, pour France, pour l'Espoir, par exemple. Ils peuvent également être responsables de l'organisme de formation de la Ligue ou du comité régional. Et puis, et très souvent, ils sont aussi coordonnateurs de l'équipe technique régionale, hein, donc manager de l'ETR. Et puis, vous avez également des profs de sport dans les CREPS, par exemple, ce que je fais moi, donc les formateurs dans les CREPS, qui peuvent travailler aussi bien dans le secteur haut niveau, l'accompagnement des structures de haut niveau, donc les pôles qui sont conventionnés avec un CREPS, ou sur la formation, donc coordonnateur de formation, donc les formations d'éducateurs sportifs, par exemple, ce qu'on appelle voilà, les BPGEPS, DE ou des ESGEPS. Donc voilà, donc ça, ce sont les différentes activités des profs de sport. Et donc pour le devenir, il faut réussir le concours du professorat de sport, qui a lieu chaque année, qui est un concours national et qui comporte différentes voies, quatre aujourd'hui, quatre voies pour devenir prof de sport. Alors ces quatre voies, c'est le concours CAS externe, donc conseiller d'animation sportive en externe, et je reviendrai sur les conditions d'accès à ce concours-là, et puis ensuite je parlerai des épreuves. Le concours CAS interne, donc c'est toujours conseiller d'animation sportive, mais cette fois-ci c'est en interne, donc là aussi je préciserai la différence. Le concours CTS, donc de conseiller technique sportif, et là ce sera dans chacune des disciplines, hein, donc on passe le concours en CTS judo, en CTS rugby, en CTS hand, etc. Donc selon les voies de concours qui sont ouvertes, donc j'en parlerai aussi tout à l'heure. Et puis le concours réservé pour les sportifs de haut niveau. Euh, donc, les- euh, donc voilà, donc c'est quatre voies, CAS interne, CAS externe, CTS et sa chaîne, qui sont les différents concours sur lesquels on peut s'inscrire si on répond aux conditions pour réussir ce concours. Euh, la différence de ces voies de concours, alors je l'ai dit, hein, c'est selon le profil qu'on a, donc il y a voilà, des différences de prérequis, on va dire, pour entrer dans ces différentes voies. Mais il y a aussi le premier poste, c'est-à-dire qu'en général, le concours se déroule, alors ces dernières années, en janvier les écrits, en juin pour les oraux, donc ça veut dire une prise de poste au 1er septembre. Donc le poste pris au 1er septembre est également dépendant de la voie de concours qu'on a choisie. Donc
Pour faire simple, si on passe le concours CAS, que ce soit interne ou externe, on sera au 1er septembre dans un service de l'État, voire un CREPS. Si on passe le concours CTS dans une discipline, eh ben on sera au 1er septembre donc rattaché à une RAGES, mais placé auprès d'une fédération au sein d'une direction technique nationale. Euh, pour le concours SHN, c'est un petit peu particulier. Là aussi, c'est en fonction du projet de l'athlète, s'il est encore en carrière, hein, si c'est un athlète qui passe le concours, mais qui encore, par exemple, se prépare pour 2028, pour les JO, il peut avoir un poste réservé ou ensuite avoir une négociation avec le ministère pour soit être auprès de sa fédération ou en service. Donc ça, c'est un peu particulier, c'est vraiment du cas par cas. Donc ces différentes voies de concours, elles sont donc depuis maintenant 2021 tous les ans ouvertes. Donc en général, on a un arrêté qui ouvre les différentes voies de concours vers le mois d'octobre. Euh, et puis, vers le mois de décembre, voire début janvier, on a le nombre de postes par voie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un premier arrêté qui dit, oui, en 2000, maintenant 27, il y aura un concours CAS interne, il y aura un concours CAS externe, il y aura un concours SHN, il y aura un concours CTS, et on liste les disciplines. Et puis, vers le mois de décembre-janvier, il y a un autre arrêté qui dit, pour le concours CAS externe, il y aura 15 postes. Pour le concours CAS interne, il y aura 5 postes. Pour le concours SHN, il y aura 3 postes, etc., etc. Donc voilà, donc forcément, on est dépendant de ces arrêtés qui ouvrent ou pas ces concours. Et donc, pour réussir ces concours, donc j'ai dit, hein, c'est un concours national, donc c'est-à-dire que tous ceux qui se présentent au concours CAS externe sont concurrents les uns avec les autres pour être dans les premiers du concours, hein. Donc, comme j'ai dit, hein, si par exemple, il y a 15 places pour toute la France, il faut être dans les 15 premiers et donc on obtient le concours du professeur de sport. Les candidats au concours CAS interne sont concurrents les uns avec les autres. Les candidats du concours SHN, quel que soit leur sport, sont concurrents les uns avec les autres. Et sur les concours de CTS, vont être concurrents entre eux par discipline sportive. Donc, si par exemple, il y a un poste au CTS Hand, tous les concurrents qui s'inscrivent au concours CTS Hand seront concurrents entre eux. Tous les candidats au concours CTS Judo seront concurrents entre eux, etc., etc. Et donc là, dans les concours CTS, hein, en général, c'est un ou deux postes maximum pour toute la France dans chacune des disciplines. Et toutes les disciplines ne sont pas chaque année, hein. En général, il y a on va dire entre 10 et 15 postes, toutes disciplines confondues. Et puis les disciplines, elles tournent selon les années, hein. Donc voilà, selon les négociations de la fédération, donc du DTN, avec le ministère. Voilà. Ensuite, euh, les épreuves. Donc, en tout, il y a 5 épreuves au concours. Et puis, selon les voies de concours, eh bien, il va y avoir des petites différences. Certaines voies de concours vont avoir une épreuve en moins, par exemple. Donc, je vais parler des 5 épreuves et puis après, je donnerai les spécificités. Donc, vous avez tout d'abord 2 écrits. Ça, c'est l'admissibilité, hein. Donc, quand on s'inscrit au concours, on s'inscrit à l'admissibilité et il y a 2 écrits. 2 écrits de 4 heures avec des sujets. Ce qu'on appelle l'écrit 1, c'est une note stratégique. Donc, vous avez un sujet, hein, le jour J, hein, vous décochez, enfin, vous décachetez pardon, l'enveloppe, vous avez un sujet qui vous est donné avec un recueil de documents. Et donc, il faut produire une note stratégique. Alors, il y a une méthodologie très spécifique, hein, c'est pas une note de synthèse, c'est une note stratégique. Et donc, voilà, dans la formation, évidemment, on apprendra à le faire et on s'entraînera. Ça, c'est le premier sujet, le premier écrit. Et donc, le lendemain, hein, puisque c'est 2 jours consécutifs, le lendemain, il y a l'écrit 2. Et là, c'est un écrit de projet. C'est encore 4 heures. Et c'est un projet que le candidat va choisir. Alors, il y a 3 sujets et il va choisir parmi les 3. Il y a toujours un sujet projet d'entraînement. Il y a toujours un sujet projet de formation.
il y a toujours un sujet projet de développement. Et donc, les candidats vont choisir le jour J, bah, je vais choisir le sujet d'entraînement, de formation ou de développement. Et donc, 4 heures pour écrire sa copie et rendre son projet. Donc, ça, c'est les deux écrits. Donc, comme je le disais, il y a des spécificités. Le concours CAS externe et le concours CTS vont faire les deux sujets. Le concours réservé aux sportifs de haut niveau ne vont faire que l'écrit 2, donc le projet, soit entraînement, soit formation, soit développement, c'est eux qui choisissent, mais que le projet, pas de note stratégique. Et le concours CAS interne, que la note stratégique. D'accord. Donc, eux ne font pas le projet. Donc, voilà la différence selon les voies de concours. Euh, et puis ensuite, pour les meilleurs, puisque là déjà, donc il y a un premier filtre, hein, donc je vais le schématiser, mais c'est pas du tout mathématique. On va imaginer que c'est les deux tiers du nombre de postes, les deux tiers de candidats du nombre de postes à la fin qui vont être qualifiés aux euros, qui vont être donc admissibles. Donc, si je prenais l'exemple de 15 postes, on peut imaginer que les jurys vont prendre les 45 premiers aux écrits. Hein. Donc, il y a des notes, et ben, ils vont prendre les 45 premiers pour aller aux oraux. Et donc là, aux oraux, il y a 3 épreuves, 3 oraux. Il y a un oral d'anglais, donc avec un texte. On tire au sort un texte, on travaille pendant 25 minutes, je crois. Puis ensuite, une présentation, un échange avec le jury sur le texte. Il y a un oral pro d'expérience. Donc là, en amont de cet oral-là, il y a un dossier à faire. Donc là aussi, on vous expliquera tout, comment il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, etc. Mais en gros, sur le parcours de vie. Et puis, entretien avec le jury qui va questionner sur ce questionnaire, qui va questionner sur la présentation, puisqu'il y a aussi une présentation de 15 minutes à faire en amont, euh, avec des mises en situation derrière sur différentes activités de prof de sport, voilà, que ce soit en service, en crêpes, en fédé, etc. Et le troisième oral, c'est un oral vidéo. Donc l'oral vidéo, c'est sur sa spécialité sportive. Ça veut dire que dès le début, dès l'inscription au concours, vous devez choisir une spécialité sportive, hein, football, athlétisme ou hein, peu importe. Mais et vous allez tomber sur une vidéo donc de votre sport. Vous aurez une analyse de cette vidéo. Donc ça peut être de l'entraînement, ça peut être de la compétition. Et derrière, vous avez donc une restitution devant un jury sur les problématiques identifiées sur la vidéo et une planification d'entraînement à moyen ou long terme. Donc ça, c'est les 3 épreuves. Et tous les concours font les mêmes. C'est-à-dire CAS interne, CAS externe, CTS ou SHN, tous ont les 3 épreuves. Au final, eh bien, on prend les notes des 5 ou 4 épreuves. 5 épreuves si on est en CAS externe ou en CTS, ou que 4 épreuves si on est en SHN ou en CAS interne, hein, puisque j'ai dit qu'il y avait un écrit en moins. On fait la moyenne, il y a des coefficients selon les épreuves, et on refait un classement. Et donc, effectivement, les premiers du classement seront déclarés admis au concours du professeur de sport. Euh, Encore une fois, selon le nombre de postes. Il peut y avoir parfois des listes complémentaires de gens qui sont récupérés par la suite ou des désistements, hein, puisque, encore une fois, on est sur un concours national, donc avec possiblement un poste à la rentrée de septembre qui est à l'autre bout de la France, loin de sa famille, de ses amis et de ses activités euh, d'aujourd'hui. Et du coup, certains, ben, entre le résultat qu'ils fassent faire mi-juillet et la prise de poste début septembre, ben, certains dans l'interstice abandonnent et ne veulent pas aller prendre leur poste à l'autre bout de la France. Du coup, on va chercher les gens qui sont sur complémentaires. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, j'avais dit que je parlerais des conditions nécessaires pour s'inscrire au concours. Donc, quand on s'inscrit dans le concours CTS ou CAS externe, les conditions sont les mêmes, c'est-à-dire, alors je parle des conditions spécifiques. Après, il y a des conditions générales d'inscription au concours de la fonction publique. Donc ça, c'est tous les concours de la fonction publique. Donc ça, je n'y reviens pas. Je suis vraiment sur les conditions spécifiques à ce concours-là. Donc, CAS externe et CTS, il faut une licence TAPS ou un DES GEPS performance sportive ou un diplôme équivalent.
un diplôme équivalent qui peut être, alors il y a le diplôme d'état de montagne, je sais plus exactement, pardon, j'ai pas le terme exact en tête. Euh, et puis, pour ceux qui n'ont aucun de ces diplômes-là, il y a possibilité de faire une demande d'équivalence. Alors ça, c'est une procédure un peu particulière. Je pourrais y revenir si ça vous concerne, vous réexpliquer, c'est un peu spécifique. Pour le concours CAS interne, bah pour le concours CAS interne, il faut être en activité et avoir au moins 3 ans de fonction publique. D'accord? Donc, si vous avez 3 ans pleins de fonction publique et que vous êtes encore en activité, vous pouvez vous inscrire au concours CAS interne. Donc, ça, c'est condition. Donc là, on ne parle pas de diplôme, juste ces 3 années. Et puis, pour le concours SHN, sportif de haut niveau, réservé aux sportifs de haut niveau, il faut avoir été pendant au moins 3 ans sur liste de sportifs de haut niveau. Donc, je parle bien des listes de sportifs de haut niveau, hein, pas les collectifs nationaux, pas les listes espoirs, hein, c'est bien sportifs de haut niveau. Et là aussi, pendant 3 ans. Euh, Chose importante, le concours SHN, pour les réservés aux sportifs de haut niveau, que ce soit pour les écrits comme pour les oraux, il est en léger décalage au niveau des dates. C'est-à-dire que en général, sur les écrits, c'est un jour avant. C'est-à-dire qu'il y a le concours SHN, par exemple, je vais dire un lundi, puis donc c'est un écrit 2, hein, puisque j'ai dit que les SHN, ils avaient que l'écrit 2, l'écrit de projet. Puis le mardi, il y a l'écrit 1 pour tous les autres. Puis le mercredi, il y a l'écrit 2. Donc c'est un peu en décalage. Pareil pour les oraux. Là, si je prends l'exemple de 2026, les oraux des sportifs de haut niveau ont lieu mi-juin. Pour les autres, les classes internes, classes externes, CTS, les oraux ont lieu fin juin, la semaine qui est à cheval sur fin juin, début juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut cumuler 2 concours. C'est-à-dire que quelqu'un qui remplirait les conditions et pour se présenter au concours SHN et pour se présenter au concours CAS interne, externe ou CTS peut faire 2 inscriptions et peut se présenter aux 2 épreuves. Et chaque année, il y en a qui le font. Et si je prends cette année-là, plusieurs sont admissibles sur les 2 concours. C'est-à-dire sont des anciens sportifs de haut niveau, mais ont également une licence TAPS, par exemple, et donc s'inscrivent les deux concours et sont admissibles et vont aux oraux sur les 2 concours. Ce qui leur donne plus de chances de réussite, bien évidemment. Et donc, il n'y a que le concours SHN qui est cumulable avec les autres concours, puisque en fait, c'est les dates qui sont en décalage. On ne peut pas faire CAS et CTS parce que les épreuves sont le même jour. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et puis donc, bah, pour terminer sur mon monologue, je vais parler de la prépa concours qu'on propose auprès de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, elle est 100% à distance. Donc, on ne se rencontre jamais, toujours à travers un écran, avec un certain nombre de thématiques, certain nombre de modalités. Alors, dans les modalités, on a qu'on appelle du synchrone et de l'asynchrone. Donc le synchrone, c'est quoi? C'est principalement de la visio. Des visios qu'on programme entre midi et 2 en général. Pour les gens qui ont une activité professionnelle, bah, des fois c'est plus pratique voilà, de se connecter de midi et demi à 14 heures. Voilà, en général, c'est le créneau qu'on propose. Toutes les visios sont enregistrées est disponible en replay dès le soir ou dès le lendemain. Donc, à partir d'une plateforme, évidemment, il y a une plateforme de formation. Et donc, on peut, si on n'a pas été présent le jour J, aller regarder en replay la visio du jour ou de la veille, ou même, enfin, même des années d'avant, hein, puisque je laisse tout sur la plateforme. Euh, il y a également tous les supports de cours des intervenants, bien évidemment, hein, qui vous sont proposés. Hein, quand ils ont un PowerPoint qu'ils partagent, on le met à disposition. Et puis, 2 ans maintenant, on a également une synthèse faite par l'intelligence artificielle des échanges. C'est-à-dire que, en plus du support de cours, en plus du replay, on a l'IA qui nous fait une synthèse des échanges, qui restructure un petit peu les propos de l'intervenant et qui permet bah, d'avoir un peu voilà, ces fiches de révision, ces fiches de notes pour pouvoir récupérer les cours qu'on n'aurait pas pu voir en direct. Et puis, évidemment, il y a
l'asynchrone. Donc l'asynchrone, c'est des choses que vous pouvez faire à tout moment, n'importe quand. Alors moi, la façon j'organise cela, c'est que tout est accessible à tout moment, c'est-à-dire dès le début de la formation, tout est accessible jusqu'à la fin de la formation. Pour autant, je structure tout au long de l'année, hein, sur les 10 mois de la formation, je structure, j'organise les travaux à faire parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Et donc, en général, par thématique, moi, je donne aux stagiaires voilà, des consignes pour dire, pour cette semaine, ce serait bien que vous fassiez ça, ça et ça. Donc, évidemment, en général, c'est en rapport avec les visios de la semaine. Mais c'est également, le but, c'est de diluer un petit peu, de lisser tout le travail à faire tout au long de l'année. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'organiser les apports pédagogiques, d'organiser les apports, les connaissances et les travaux à faire par différentes thématiques. Euh, et donc, ce qui n'empêche que certains, par leur activité professionnelle ou autre, et peu importe, hein, vont avoir des moments pendant 15 jours. Hein, il y en a tous les ans, j'ai des sportifs de très haut niveau qui font cette formation. Ils vont me dire, mais moi, Florent, je serai à l'autre bout du monde pendant 15 jours, donc là, je ne pourrai pas. Bon, ben, tant pis, ils sont absents pendant 15 jours. De toute façon, les contenus, ils les ont. Donc, soit ils anticipent, ils le font avant, soit ils peuvent pas et puis ils le font après. Peu m'importe. Après, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, mais j'essaye d'organiser les apports asynchrones. Et après, sur les contenus, donc comme je disais, il y a différents blocs. Parmi les blocs, il y a ce que j'appelle les notions d'expertise. On va dire c'est le niveau de connaissance minimum à avoir dans différentes thématiques. Donc, il y a en performance sportive, donc toutes les bases de prépa physique, prépa mentale, nutrition, etc., récupération, etc., etc. Il y a tout le niveau d'expertise en formation professionnelle, hein, connaître ce que c'est que la formation professionnelle à jeunesse et sport. Il y a le niveau d'expertise en environnement et réglementation. Donc là, il y a beaucoup d'interventions sur l'environnement, hein, des gens qui travaillent dans les services, dans les crèves, dans les fédérations, dans les collectivités, qui vont vous parler de leur organisation et pour bien comprendre comment fonctionne cet environnement du sport en France. Euh, il y a également l'expertise en anglais. Je n'ai pas parlé de ça, mais il y a des cours d'anglais chaque semaine. Il y a 2 heures de cours. Alors, 2 fois 1 heure de cours. Et en fait, il y a 2 créneaux pour les gens qui ne peuvent pas se libérer. Donc, il y a un créneau un matin, je crois que c'est le jeudi matin. Un créneau un soir, je crois que c'est le mardi soir. Ça doit être 18-19 heures. Et puis le matin, ça doit être 8h30, 9h30 parce qu'il y a des gens qui sont plus disponibles le soir, il y en a qui sont plus disponibles le matin. Bref, donc on fait ça, mais c'est 2 fois le même cours. C'est-à-dire que ça sert à rien de suivre les 2 cours, c'est 2 fois le même cours chaque semaine. Donc en fait, il y a 1 heure d'anglais chaque semaine. Euh, et donc voilà. Donc dans tout ce que je dis, donc là on est sur le bloc expertise, hein. Que je dis à chaque fois, il y a des contenus synchrones, c'est-à-dire des visios, des gens qui vont intervenir sur ces thématiques-là, mais quasiment à chaque fois, vous avez aussi du contenu asynchrone, donc des parcours de formation avec des PDF, des vidéos, des questionnaires, des petits jeux, des petits quiz, des choses pour apprendre voilà, sur les différentes thématiques. Donc ça, c'était le bloc expertise. Vous avez le bloc méthodologie, donc comprendre les épreuves. Donc là aussi, hein, de manière synchrone avec un intervenant qui va vous expliquer les attendus de l'épreuve, comment faire les écrits, etc., sur ben, l'écrit de formation, l'écrit d'entraînement, l'écrit de développement, l'écrit de la note stratégique. Et ça, c'est dédoublé à chaque fois, c'est dédoublé avec plusieurs choses. Vous avez de l'asynchrone, donc là aussi, si vous voulez travailler seul, vous avez tous les contenus méthodos en asynchrone. Euh, et donc voilà, ça c'est le bloc méthodologie. Vous avez également le bloc évaluation formative. Donc les évaluations formatives, ben, c'est des épreuves blanches. Les épreuves blanches, vous avez des écrits blancs pour tout le début de la formation, puis ensuite des oraux blancs, toute la deuxième partie. Donc les écrits blancs, c'est-à-dire que moi, je vais vous donner des sujets. En tout, il y en aura six écrits, 3 synchrones et 3 asynchrones. Alors, les asynchrones, tout simplement, je donne des sujets, vous avez 10 jours, 15 jours pour
me les rendent, faire les écrits, les redéposer sur la plateforme, et puis ensuite, derrière, il y a une évaluation qui vous est faite, il y a une correction, etc., etc. Les écrits synchrones, donc encore une fois, synchrone, c'est tous en même temps. Alors, c'est pas en visio, mais en fait, ils sont programmés des samedis matins. Et en fait, je vous envoie un sujet un samedi matin à 8 heures. Moi, je préviens hein, quels sont les samedis concernés. Hein. Mais j'envoie le sujet à 8 heures et il faut le rendre à midi. Et là, le but, c'est de jouer le jeu de l'épreuve. C'est-à-dire, bon, chacun est chez soi, mais l'idée, c'est de ne pas utiliser Internet, pas utiliser le téléphone, écrire stylo, de s'enfermer dans une salle pendant 4 heures. On découvre le sujet, on compte son temps, on le rend à midi pour que ce soit dans les conditions les plus proches de l'épreuve. Euh, donc voilà, donc 6 en tout, hein, 3 asynchrones, 3 synchrones, parce que l'idée c'est de comprendre les épreuves et écrire dans le fond, mais aussi s'entraîner à écrire avec un stylo pendant 4 heures, parce qu'aujourd'hui on n'a plus l'habitude et parfois c'est compliqué de s'y remettre. Et puis les oraux blancs, là aussi, donc je l'ai dit, hein, il y a 3 épreuves, l'anglais, l'oral 2 et l'oral vidéo, et vous aurez 3 oraux blancs par épreuve, donc 9 en tout, avec des gens qui vont, des jurys, hein, qui vont, donc là ça se fait en visio, qui vont vous questionner selon les modalités. Et à chaque fois, à chaque épreuve blanche, il y a une grille d'évaluation qui vous est renvoyée, hein, avec des petites annotations, des conseils, des choses pour progresser et vous améliorer. Voilà. Et le dernier bloc, hein, donc il y a 4 blocs en tout. Hein, je parlais des blocs, les contenus. Donc, il y a le bloc expertise, le bloc méthodologie, le bloc évaluation formative. Et le dernier bloc, c'est le suivi de votre préparation. Donc, ça, c'est moi qui m'en charge, c'est avec moi. Ça se fait, alors parfois, tout simplement en se téléphonant. Hein, on se passe un coup de fil ou on fait une visio pour savoir où vous en êtes, etc. Donc, ça on va dire, c'est le côté individuel. Mais ça, je le fais de moins en moins parce que j'organise des visios de régulation. Donc au départ, il y en a une chaque semaine, après ça se distend un petit peu, c'est tous les 15 jours. Mais les visios de régulation, en fait, c'est des temps de rendez-vous où on discute de tout et de rien. C'est-à-dire que moi, je vous interroge un peu où vous en êtes dans votre préparation, si vous avez rencontré des difficultés. On reparle peut-être des contenus qu'il y a eu, peut-être des problèmes informatiques, des problèmes techniques sur la plateforme, des choses que vous ne retrouvez pas, etc. On peut parler également logistique de l'épreuve. J'ai pas reçu ma convoque, quand est-ce qu'on aura nos convoques, etc. Comment ça se passe? Est-ce que j'ai le droit d'emmener un stylo plume? Est-ce que j'ai le droit d'avoir mon téléphone? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Bref, on répond à toutes les questions qui peuvent parfois parasiter ou on essaye d'apporter toutes les réponses. Donc voilà, donc des visios de régulation pour régulièrement savoir maintenir le lien entre nous et répondre à toutes vos questions. Et je disais, je fais de moins en moins le lien individuel parce que depuis 2 ans maintenant, j'organise des groupes avec des coachs. C'est-à-dire que aussi dans ce bloc suivi de votre préparation, vous êtes au sein d'un groupe de plusieurs candidats, entre 7 et 10 selon les groupes, et il y a un coach qui est là. Donc un coach en général, c'est un lauréat récent. C'est quelqu'un qui a réussi le concours, soit en 2025, en 2024, voilà, qui prend ce rôle de tuteur un petit peu, qui va créer un petit groupe WhatsApp sur son petit groupe de 10 et qui va relayer parfois des informations que je donne, qui va voilà, revoir avec parfois certains candidats qui ont reçu leur grille d'évaluation, qui n'ont pas tout compris ce que le jury a dit, donc ils vont regarder ensemble et puis ils vont questionner, ou voilà. Il va y avoir une petite dynamique de petite classe de 7 à 10 personnes avec un coach qui est là pour faire le lien et répondre à toutes les questions. Voilà, donc les inscriptions pour la prépa au concours, donc du concours 2027, va se faire à partir de mi-juin, je pense. On va ouvrir les inscriptions à partir de mi-juin. Ça va être donc le coût, c'est 800 euros plus 50 euros de frais administratifs finançable par les OPCO, hein, l'AFDAS par exemple, si vous êtes salarié du sport. Pas le CPF. Le CPF n'est pas mobilisable puisque c'est une préparation à un concours, c'est pas diplômant. Pour mobiliser le CPF, il faut que ce soit diplômant. Là, c'est une préparation à concours, donc il n'y a pas de CPF. Euh, Si c'est un financement personnel, évidemment, on peut faire un échéancier et payer en 10 fois, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire, c'est que donc
la formation, elle démarre officiellement avec la première visio de régulation. On commence comme ça, une visio avec moi, où c'est l'introduction, etc. Ça va être le lundi de la semaine avant les vacances de la Toussaint. Donc, ça va être, je sais pas, aux alentours du 10 octobre, peut-être, du 13 octobre, peut-être, ou 15. Je ne sais plus exactement, mais c'est le lundi, la semaine avant les vacances de la Toussaint. C'est là qu'on démarre. Pour autant, pour ceux qui sont inscrits dès le mois de juin, juillet, à partir du moment où les dossiers administratifs sont complets, je donne accès à la plateforme et comme je le disais, tout ce qui est asynchrone est disponible, c'est-à-dire tous les contenus asynchrones, et il y a plus de 300 heures de cours hein, en asynchrone, c'est disponible. Donc pour ceux qui veulent se préparer dès l'été, qui veulent commencer leur préparation dès l'été, c'est évidemment possible, en sachant qu'en plus, tous les replays des visios des années d'avant sont disponibles. C'est-à-dire que c'est organisé, vous avez des playlists des différentes visios, et donc vous pouvez déjà anticiper et regarder les visios des années d'avant. Donc en fait, tout le contenu est prêt dès le mois de juin, dès l'ouverture des inscriptions. Euh, voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. Euh, et donc, je vais désormais couper l'enregistrement et puis on va pouvoir échanger.